Bonjour. Dans la flamboyante cité de Milan, le 13 septembre 1515, vers midi, le tocsin retentit et 30 000 mercenaires suisses, gonflés à bollock, se lancèrent sur la route du camp français, dont leur formation favorite, le carré de piquier, avec à leur tête, juché sur son cheval couleur châtaigne, et la croix portée devant lui, le légat du pape, Matthias Scheiner, qui avait du mal à contenir sa jubilation et comptait sur l'effet de surprise. Le roi de France, François Ier, qui était en train de réaliser son rêve de conquérir l'Italie, dont les splendeurs redécouvertes de l'Antiquité le fascinaient depuis toujours, se trouvait alors avec le gros de son armée dans la petite localité de Santa Brigida, à 2 milles de Marignan. Et il essayait une nouvelle armure lorsque Fleurange, l'un de ses lieutenants, arriva à bride abattue en s'écriant « Sire, faites sonner l'alarme! Aujourd'hui, vous avez la bataille !» D'abord incrédule, François assura ses capitaines qui venaient de le rejoindre que les Suisses avaient la réputation de toujours tenir leur parole. Ils avaient signé avec nous un traité de paix quelques jours plus tôt à Gallarate. Et rien ne justifiait donc un tel revirement. Fleurange se garda bien de lui conter l'histoire de son initiative calamiteuse à Turin, qui remit tout en question et dont nous reparlerons. Il se fit tout petit, tandis qu'un énorme nuage de poussière au lointain annonçait l'arrivée imminente des confédérés. François fait alors sonner le branle-bas de combat, et après avoir adressé à ses troupes une courte harangue, se porta à la tête de sa cavalerie au secours du connétable de Bourbon. Bientôt, 3 formidables carrés de 7 000 hommes chacun arrivèrent en vue du camp français, et vers 15 heures, le premier carré entra en contact avec l'avant-garde de Bourbon que François et ses troupes venaient de rejoindre. Les Suisses sont de rudes soldats. Ils avancent comme un seul homme malgré les tirs de notre artillerie, bien décidés de s'approprier nos canons, franchissent le fossé, ultime protection des canons, et s'emparent de plusieurs pièces qu'ils tournent vers nous. À ce moment-là, ils sont virtuellement vainqueurs. François dispose pourtant de près de 20 000 lansquenets, ces redoutables mercenaires allemands au service de la France, et de 30 000 fantassins, la plupart armés de longues piques, de hallebardes, et pour certains d'entre eux d'un instrument ultramoderne, l'arquebute, ancêtre de notre arquebuse. À leur côté se trouve la cavalerie lourde, composée de gentilshommes organisés en groupes de 5, appelés lances. Pour la circonstance, François se trouve à la tête de 2500 lances. Il a également rassemblé près de 2500 charpentiers, maçons, terrassiers, indispensables dans les opérations de siège. Enfin, traîné par de gros chevaux, il aligne les fameux canons, au nombre de 60, qui tirent des boulets de fer et ont, depuis une vingtaine d'années, révolutionné l'art de la guerre. Il faut préciser que cette bataille ne coûta pas un sou aux contribuables français. Pour son financement, François eut recours à l'emprunt, mit à contribution les banquiers italiens de Lyon et ses amis proches, et fit même fondre la vaisselle d'or de Louis XII, estimée à 200 000 écus. En
les attaquant avec vigueur, François parvint à dégager les canons et la bataille reprit, atteignant une violence inouïe. Elle se poursuivit jusque dans la nuit, éclairée par une lune brillante de tous ses feux. Quand celle-ci se décida de se cacher, peut-être parce qu'elle en avait assez vu, il fallut bien arrêter le combat. Il était près de minuit, et il n'y avait encore ni vainqueur, ni vaincu. 1 heure avant l'aube, François, qui n'avait pas quitté son armure, s'endormit quelques minutes sur l'affût d'un canon, et quand à son réveil il demanda qu'on lui apporte à boire du ruisseau voisin, l'eau était si rouge de sang qu'il ne put résister à l'avaler. Il se remit néanmoins le cul sur la selle, pour reprendre son expression, et déploya son armée face aux carrés suisses, réorganisés, qui, malgré leurs pertes considérables, marchaient résolument vers elle, et il parvint même à enfoncer son centre dirigé par d'Alençon. La lutte resta indécise jusqu'à ce que vers 8 heures du matin, dans le dos des Suisses, des cris furieux s'élevèrent. « San Marco! San Marco !» C'étaient les troupes de l'armée vénitienne menées par Bartolomeo d'Alviano. Dès lors, encouragés par les clameurs, les Français contre-attaquent et les vilains vachers, expression utilisée par un chroniqueur de l'époque, les vilains vachers s'éparpillent rapido presto. Le mythe de l'invincibilité suisse est mis en pièces. C'est une véritable débandade et une victoire totale pour François, une victoire qui lui ouvre les portes de Milan et la plupart des places du duché. Mais une victoire très coûteuse en vie humaine, puisque près de 20 000 morts jonchaient la plaine après la bataille, dont pour moitié des Français. Marignan marqua incontestablement un tournant dans l'art militaire avec l'utilisation par François Ier d'une puissante artillerie qui aligna 72 pièces, la plus moderne et la plus performante de son temps. Et ce fut en partie grâce à elle que Marignan incarnera le triomphe de la chevalerie. Au cours de cette bataille épique, François s'agenouilla et se fit adouber, c'est-à-dire armé chevalier, par le brave des braves, Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. On pouvait en effet être roi sans être chevalier, et il manquait encore cette distinction à celui qui était devenu César, et qui méritait amplement par sa bravoure de figurer aussi parmi les preux de ses rêves d'enfant. Dans sa très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayard, qui reste l'un des documents les plus précieux sur cette époque, le loyal serviteur, un témoin privilégié qui vécut longtemps à ses côtés, fait le récit de cette singulière rencontre. « Bayard, mon ami, lui dit le roi, je veux qu'aujourd'hui je sois fait chevalier de vos mains, parce que le chevalier qui a combattu à pied et à cheval en plusieurs batailles est tenu et réputé le plus digne chevalier entre tous les autres. » Aux paroles du roi, Bayard répond: « Sire, celui qui est couronné, sacré, et loin de lui l'envoyé du ciel, et qui est roi d'un si noble royaume, le premier fils de l'Église, est chevalier sur tous les autres chevaliers. » Le roi dit: « Bayard, dépêchez-vous !» Alors Bayard prit son épée
et dit: Sire, autant vaille que si c'était Roland ou Olivier, Godefroy ou Baudouin son frère. Certes, vous êtes le premier prince que j'aurai chevalier. Dieu veuille qu'en guerre vous ne preniez la fuite. Et puis après, par manière de jeu, il cria hautement, l'épée en la main droite: Tu es bien heureuse d'avoir aujourd'hui donné l'ordre de chevalerie à un si beau et puissant roi. Certes, ma bonne épée, vous serez fort bien gardée comme une relique, et honorée sur toutes les autres, et je ne vous porterai jamais, si ce n'est contre Turcs, Sarrasins ou Maures. Et puis il fit 2 sauts, et prêt il remit au fourreau son épée. On imagine l'émotion et la joie de François, d'autant plus que cette bataille qui le faisait chevalier et augurait un règne glorieux aurait pu ne jamais avoir lieu. Pour mieux en cerner les tenants et les aboutissants, il est nécessaire de remonter un peu dans le temps et de revenir au début de cette fameuse année 1515. Nous sommes au mois de février. Depuis plus d'une semaine, une pluie drue et glacée transforme la terre du royaume de France en immense marécage. Cette nuit-là, la foudre tombe tout près du Pont-Neuf, et un orage violent éclate, comme on en voit rarement à Paris, avec des éclairs multiples qui par instants éclairaient les rues et les cours comme en plein jour. Pourtant, le lendemain matin, 15 février, comme par miracle, un soleil éclatant accueillit le jeune roi François Ier, qui venait de se faire sacrer un mois plus tôt dans la cathédrale de Reims en présence de tous les dignitaires du royaume de France. Juché sur son cheval blanc, il faisait sa joyeuse entrée dans la capitale et jetait des pièces de monnaie à la foule en délire. Vêtu d'un costume en toile d'argent incrusté de joyaux, il avait belle allure et faisait sensation. D'une taille très au-dessus de la moyenne pour son époque, autour d'1,80 m, il était à juste titre fier de son physique et de sa force, peu commune. Sa prestance, son élégance dans la mise et le maintien, et peut-être encore plus dans le regard, subjuguèrent et séduisirent le bon peuple qui l'acclamait. Incontestablement, ce jeune roi avait du charme, et le savait, et il en usera d'ailleurs avec toutes et tous durant son règne. Souriant, affable, d'une infinie politesse, il avait des yeux remarquables, clairs, rieurs, enjôleurs, de longs cheveux noirs bouclés et un fin collier de barbe entourant son visage. Certes, on pouvait remarquer aussi son nez, un peu trop long, mais celui-ci contribuait à son charme, et le peuple le surnomma très vite affectueusement Long Nez. Son avènement sembla soudain rajeunir la France et l'égayer après le règne trop austère de Louis XII et d'Anne de Bretagne. La joie, les fêtes, les amours allaient balayer leurs ombres moroses et faire entrer la France dans une ère nouvelle de légèreté et de liberté. Vous aviez tout à coup l'impression de vous dégager d'un lourd carcan qui vous enserrait depuis des siècles. François plaira d'abord aux femmes, auprès desquelles il fera des ravages. Avant lui, les femmes étaient dans le royaume
fort peu considéré, et si on ne voulait pas paraître un homme faible, le mari se devait de battre sa femme, souvent comparé à un cheval. Bon cheval, mauvais cheval, disait-on, veut l'éperon, bonne femme, mauvaise femme, veut le bâton. François s'indignait du jugement du grand Erasme. La femme est un animal inepte et ridicule. Platon avait raison de demander dans quelle catégorie le placer, celle des êtres raisonnables ou des brutes. Ce jugement exprimait bien la mentalité du plus grand nombre au début du XVIe siècle. François, épaulé par sa sœur aînée, Marguerite, s'efforcera durant tout son règne de faire évoluer les mentalités. Il interdira à la cour qu'on médise sur les femmes. Il voulait qu'on leur portât un grand honneur et respect. Pour lui, le titre de femme rendait inviolable et sacré même une fille publique. À travers la femme, ce qu'il célébrait aussi, c'était le culte de la beauté, celle représentée par la statuaire grecque et les artistes italiens qui s'en inspireront. L'arrivée de François sur le trône annonça une ère nouvelle. La France allait connaître une brillante renaissance, mais aussi des drames sans précédent. Renaissance. Le mot est joli. Il semble qu'un monde s'éveille d'un long sommeil, qu'une société secoue la poussière des siècles. Elle renaît. La réalité est bien différente. Notre monde occidental n'avait pas à renaître au XVIe siècle. Le Moyen Âge, tous les historiens actuels s'accordent aujourd'hui sur ce point, n'était pas un temps de ténèbres. On n'avait pas à chercher la lumière. Il n'y avait jamais eu de ténèbres. La Renaissance, c'était tout simplement, sur le plan artistique, un retour enrichissant à des formes d'art oubliées. C'était aussi une transformation dans les règles qui régissent les rapports entre hommes et femmes, entre classes sociales, entre grandes entités politiques en Europe. Et, pour en revenir à la femme, celle-ci, au temps de la Renaissance, commença à être prise au sérieux et à jouer un rôle dans tous les domaines, notamment artistiques et politiques, un rôle déterminant. Et, en France, elle le dut en grande partie à François Ier, qui assurait qu'une cour sans femme, c'est comme un jardin sans fleurs. Et Diane de Poitiers, alors âgée de 15 ans, comptera parmi les roses qui vinrent l'orner. Ce qui frappait d'abord le plus chez François, c'était sa force herculéenne, comme le prouve cet exploit resté fameux. Ce jour-là, la veille du mariage du duc de Lorraine et de Renée de Bourbon, la sœur du connétable, François avait capturé un énorme sanglier et transformé la cour intérieure du château d'Amboise en arène, avec palissade et mannequins. Il espérait que la fureur de l'animal lâché dans un enclos semé de leurre amuse l'assistance. Et chacun, en effet, de rire de tout son soûl. Mais celui-ci, après avoir tourné et retourné dans la lice, pour aboutir toujours au même point, se rue soudain sur l'un des mannequins qu'il estime responsable de ses tourments, puis sur les autres, et parvint à renverser une palissade.
Se trouvant alors en présence d'un escalier, il se mit à le gravir, provoquant l'effroi dans les galeries. Plus personne ne songe plus alors à rire, des dames s'évanouissent. Le sanglier se dirige droit vers elle. Alors François bondit et se pose au sommet des marches, l'épée nue, et quand le sanglier furieux arrive à portée de son bras, d'un coup sec, il lui plonge sa lame dans le corps. Une autre fois, comme il faisait visiter à Frédéric de Gonzague son château de Blois, trouvant une porte fermée, et n'ayant pas la clé, il la défonça d'un simple coup d'épaule et s'apprêta à faire de même pour deux autres portes également fermées sur son passage, dont celle du dortoir où couchaient les demoiselles de la reine. Mais François n'était pas seulement une force de la nature. Sa mère, Louise de Savoie, avait assuré personnellement son éducation, et elle lui avait appris à parler italien dès sa petite enfance, et l'avait ouvert à la littérature et aux beaux-arts. Elle avait donc fait de lui, bien avant qu'il ne monte sur le trône, un prince de la Renaissance. Il aimait tendrement sa mère, et celle-ci le servira à merveille. Devenu roi, François se reposera beaucoup sur elle, et pendant 16 ans, cette femme, que rien pourtant n'avait préparée à cette charge, tiendra les rênes du pouvoir. Car François, même quand il ne fera pas la guerre, négligera le gouvernement quotidien qui l'ennuyait, et il abandonnera à sa mère, qui sera même régente pendant sa captivité après le désastre de Pavie, et elle gouvernera alors le royaume avec habileté et intelligence. Né à Cognac, François passera son enfance à Amboise, où Louise l'éleva elle-même, malgré les obstacles soulevés par le maréchal de Rohan, sire de Gier, chargé de son éducation par le roi. Lorsque Gier enleva l'enfant de 6 ans de sa chambre, Louise en sera désespérée. Bientôt, François s'amusait avec des garçons de son âge qui resteront ses amis pour la vie. Ils étaient 4, Anne de Montmorency, le plus jeune, Martin de Montchenu, Philippe de Brion, du même âge que lui, et de 2 ans leur aîné, Robert de la Marque, seigneur de Fleurange, surnommé le jeune aventureux. Ils formeront un petit groupe très vivant, très remuant, qui s'adonna aux jeux les plus virils, maniant l'arc, jouant à la grosse boule, ancêtre de notre football, montant à cheval et jouant dans des tournois en miniature. Leur livre de prédilection, qui sera aussi celui de Charles Quint et même de Montaigne, était l'Amadis de Gaulle, un roman de chevalerie espagnol, à la fois roman d'aventure et d'amour entre le vaillant chevalier Amadis et la belle princesse Oriane qu'il libérera d'un château enchanté. Dans leurs jeux d'enfants, puis d'adolescents, ils revivaient les exploits du pur, preux Amadis, chevalier. Un jour, ses camarades demandèrent à François ce qu'il ferait pour eux si, par bonheur, il devait devenir roi. Il leur répondit en souriant « Choisissez. Anne de Montmorency veut être connétable, Brion, amiral de France, Martin de Montchenu, premier maître d'hôtel de sa maison. Quant à Fleurange, il ne souhaitait que rester son fidèle ami. Tous ses souhaits seront plus tard exaucés
ce qui démontre que l'une des grandes qualités du futur roi fut d'être fidèle en amitié. Durant les premières années de son règne, quand il se trouvait à Paris, François et ses 4 compagnons s'amusaient comme quand ils étaient gosses, adorant notamment se déguiser et participer aux fêtes alors nombreuses, quelquefois de simples bals de quartier. Ils parcouraient les rues presque tous les soirs, masqués, et lançaient contre les bourgeois des œufs, des pierres et autres futilités, démontrant le peu de considération que François portait à la bourgeoisie, alors qu'il avait beaucoup d'estime et d'égard pour le petit peuple. Si les amis compteront beaucoup pour François, les femmes occuperont, comme on l'a déjà compris, une place essentielle dans sa vie. En 1514, il épousa Claude de France. Le banquet du mariage, célébré au château de Saint-Germain-en-Laye, fut particulièrement fastueux, mais l'histoire retiendra surtout l'apparition lors de celui-ci des premières assiettes. Claude n'était pas proprement parlé pour François son idéal féminin, mais elle lui donnera pas moins de 3 fils et 4 filles en 9 ans. 6 ans après sa mort, qui l'affecta profondément, il se maria en secondes noces avec Éléonore, la fille de son meilleur ennemi, Charles Quint. Un mariage évidemment politique, comme beaucoup de mariages royaux à cette époque. Il eut aussi ses maîtresses, dont les plus célèbres sont Françoise de Foix et Anne de Pisseleu, qui deviendra la favorite en titre, et puis sa sœur Marguerite, sa confidente, qui écrira l'Heptaméron. Enfin, comme on l'a vu précédemment, sa mère, veuve à 19 ans, ne vivra que pour un seul objectif. François, le fruit de son sein, elle avait voulu le faire roi. Dès sa naissance, elle caressa ce projet grandiose. Quand elle pensait à lui, quand elle se penchait sur son berceau, quand elle le voyait faire ses premiers pas, elle l'imaginait déjà vêtu d'hermine, posant sur son front la couronne de France. Mais ce rêve était un peu fou. Que François puisse monter un jour sur le trône, cela semblait utopique. En effet, selon toute logique, au roi Louis XII aurait dû, à sa mort, lui succéder son fils. Mais ni Jeanne de France, la seconde fille de Louis XI, qu'il avait épousée en premières noces, ni Anne de Bretagne, sa seconde épouse, ne lui avaient donné d'héritier mâle. Ou, plus exactement, le garçon tant attendu finira par arriver en janvier 1512, alors que l'on ne l'attendait plus. Cette arrivée, c'est la catastrophe pour Louise, une catastrophe qui déjouait tous ses plans. Mais, oh joie, l'enfant meurt presque immédiatement. Et Louis XII, sensible à la voix de l'opinion, ouvre les portes des conseils et celles de l'armée à François. Il commence même à traiter enfin son neveu en héritier présomptif. François a alors 18 ans, un corps athlétique et une stature imposante, et il respire la joie de vivre. Le roi, de son côté, à 52 ans, est déjà un vieillard, maigre, malade et impotent. Mais, en son fort intérieur, il n'a pas renoncé définitivement à avoir un fils, dont le but principal d'empêcher François de régner. Car le jeune homme dépense sans compter
et Louis ne le supporte pas, lui qui fut toujours si économe, pour ne pas dire avare, et rogné sur les moindres dépenses. Mais pour faire un dauphin, il lui fallait se remarier une troisième fois. Idée qui paraissait saugrenue à la cour. Et pourtant, c'est bien ce qui se passa. Il épousa la sœur de Henri VIII d'Angleterre, alors âgé d'à peine 16 ans, Marie York, laissant François et Louise consternés et sans voix. François avoue en privé que ces noces lui percent le cœur, et Louise est effondrée. Se pouvait-il qu'au moment où, après tant d'obstacles, son fils touchait au but, tout s'écroule comme un château de cartes? Elle redoute Marie, car celle-ci est belle, sait fort bien faire l'amour malgré sa jeunesse, et a de quoi ranimer les forces du vieillard. Mais elle doit faire vite, car Louis ne tient qu'à un fil et ses médecins froncent le sourcil. S'étant donné à fond auprès de sa jeune épouse, il finit par mourir 3 mois après son mariage. Il n'a donc pas réussi à engendrer de dauphin. Louise et François ont gagné la partie. Ouf! À eux désormais la France. Enfin! Boosté par sa mère, François, devenu roi, rêve comme elle d'un grand destin. Et il se voit conquérant la flamboyante Italie, et c'est la raison pour laquelle il se lança dans l'aventure en dépit des risques. Cette année 1515, celle de son couronnement, il avait décidé qu'elle soit la plus glorieuse. Et pour qu'elle soit glorieuse, il fallait une belle victoire militaire, inaugurant magnifiquement son rêve et faisant de lui un nouveau César. Ainsi s'accomplirait la prédiction de sa mère qui n'avait cessé de lui répéter pendant des années qu'un jour il serait un César. Mais tout n'était pas aussi simple dans l'esprit de François. Le jeune roi pensait souvent à son père, Charles d'Angoulême, qu'il ne connut pas. Celui-ci mourut d'une pneumonie alors qu'il n'avait qu'1 an. Libre de mœurs, Charles, lorsqu'il épousa Louise, seulement âgée de 15 ans, ne voulut pas se séparer de sa maîtresse, Antoinette de Polignac, et il imposa à Cognac le ménage à 3, pratique princière alors courante en Italie. Prince déjà gagné à la Renaissance, Charles, bien que guère plus riche que Job, entretenait autour de lui artistes et poètes. Il aimait les arts, la poésie et la musique, et il détestait la guerre. Et en cela, il était bien différent de la plupart des jeunes gens de son milieu. Louise ne fut pas autrement émue de sa disparition, bien qu'elle versât de nombreuses larmes, et qu'elle chassa immédiatement le médecin qui l'avait soigné, jugé par elle incompétent. Dans son journal fort instructif et riche en anecdotes, elle ne consacre pas à l'événement plus de place qu'elle n'en accordera à la mort de son chien, Apegaille. Pourtant, elle poursuivra son œuvre, comme elle l'écrira, et continua notamment à protéger les artistes. Elle agrandira même la bibliothèque de son époux, pour lequel elle ne tarissait pas d'éloges. Ce jour-là, dans son château de Blois, François semble anxieux, ce qui ne lui ressemble guère.
Sa mère s'en inquiète et lui demande ce qui le préoccupe. Et François se confie. Je me dis parfois que mon père n'aurait peut-être pas approuvé les nouvelles orientations du Conseil. Et pourquoi cela? Parce qu'il méprisait les ambitions italiennes de son cousin, le roi Louis, et surtout parce qu'il rêvait d'une paix plus saine et durable avec l'Empire. Votre père vous aurait désapprouvé, soit. Est-ce si grave? C'est que mon père était, m'avez-vous dit, toujours fort avisé. Entre-temps, autre politique. Les problèmes, eux, demeurent inchangés. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas judicieux de prendre conseil auprès des sages qui, au sein de notre Sorbonne, prônent l'entente et la réconciliation. François, de grâce, n'en faites rien. On ne peut pas à la fois conduire la guerre victorieusement et être nouveau César et vouloir la paix. Sans doute. Mais certains, vous ne l'ignorez pas, ma mère, murmurent derrière mon dos que je suis obsédé par le Milanais, comme Charles Quint l'est par notre Bourgogne. François, votre peuple est avec vous. Il vous demande de laver les affronts des années précédentes. De quels affronts parlait-elle? De ceux encaissés par Charles VIII et surtout Louis XII. Louis XII, qui était fier du sang des Visconti coulant dans ses veines, s'était emparé au début de son règne du duché de Milan, mais il avait été battu par une grande coalition anti-française, la Sainte Ligue, regroupant Anglais, Espagnols, Impériaux et Suisses, constituée par le pape Jules II, et qui avait placé sur le trône de Milan le jeune Massimiliano Sforza, un prince fantoche qui n'avait de pouvoir que celui que lui accordaient les troupes helvètes stationnées sur ses terres. La France avait mal digéré cette humiliation et rêvait de revanche. François opina de la tête. Vous avez raison, ma mère. Pardonnez-moi. Nous devons faire notre devoir et reprendre le duché de Milan. Il en va de notre honneur. Puis il se versa, dans une coupe que lui tendait sa mère, ce vin d'Arbois dont il raffolait, et lança en riant « À notre victoire, à notre gloire, au royaume de France !» Quelques jours plus tard, à l'orée de la forêt de Marche-Noire, non loin de Blois, un escadron de cavaliers guillerets, vêtus de manteaux courts et sombres, et poussant des exclamations d'allégresse, surgit devant François et ses compagnons, de retour de la chasse, la grande passion du jeune roi. À leur tête, Charles de Bourbon, l'un des derniers feudataires en France, possesseur d'un fief, domaine offert par un seigneur à son vassal en contrepartie de son allégeance. Bourbon descendit de son cheval et s'inclina devant le roi, l'assurant qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour contribuer au triomphe du plus aimable et du plus grand des souverains. C'est lui, Charles de Bourbon, que François avait choisi pour commander son armée. Et pour cela, il l'avait nommé connétable de France. Cette décision de son fils réjouissait grandement Louise. Et pour cause. Louise avait toujours eu le sang chaud, et même avant son mariage avec Charles d'Angoulême. Déjà veuve à moins de 20 ans, il n'y avait là rien d'inconvenant à ce que, tout en se consacrant à son fils, elle ait pu se donner un peu de bon temps. D'abord à Cognac,
avec notamment Jean de Saint-Gelais, le gouverneur du château de Cognac, et puis ensuite à Paris. Mais sa liaison la plus surprenante, nous entrons ici dans la minute people de ce récit, fut celle qu'elle entretint avec Charles de Bourbon, de 16 ans son cadet, qu'elle rencontra la première fois en mai 1506 à Plessis-les-Tours lors des fiançailles de Claude et de François. Charles était beau et sensuel, et Louise, qui n'avait pas 30 ans, était encore très attirante. En dépit de ce qu'a pu dire en 1970 un historien biographe du connétable de Bourbon, Georges Guette, pour ne pas le citer, qui l'a comparé à une guenon. En réalité, si elle n'était pas très belle, elle avait beaucoup de charme, et selon les chroniqueurs de l'époque, les fesses rondes, les tétins hauts et la jambe bien faite. Et on comprend aisément que le jeune Charles de Bourbon ne fit pas de manière pour entrer dans son lit. Il semblerait même qu'au début de l'année 1515, elle souhaitait l'épouser, et que François, à qui elle avait fait part de son intention, ne semblait pas hostile à cette union, malgré la disproportion des âges, d'autant plus que marier ce très puissant et riche seigneur à la mère du roi ne pouvait présenter que des avantages. Mais Bourbon, dit-on, opposa le plus cinglant des refus, préférant se tourner, pour un futur mariage, vers la sœur de Charles Quint. Louise crut mourir de dépit et s'acharnera désormais sur Bourbon, l'accusant de tous les maux. Cet acharnement dans la vindicte n'était guère digne d'elle, mais c'était, selon moi, celle d'une amoureuse bafouée. Inconsciemment, en tout cas, elle allait, par son attitude, jeter Bourbon dans la trahison. En 1523, supportant mal certaines des décisions de François, Bourbon n'hésitera pas à se mettre au service de Charles Quint. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos salamandres. La salamandre symbolisant le pouvoir sur le feu, donc sur le monde, étant l'emblème de François Ier. Et après cette minute people, retrouvons le grand roi en juillet 1515 à Lyon, où il séjourna presque un mois sur la route de l'Italie. Les Lyonnais avaient placé à l'entrée principale de leur ville une porte en sorte d'arc triomphant, la première réalisée en France pour une entrée royale, et il fut reçu avec faste et enthousiasme. À la fin du mois, il donna le signe du départ, et à la tête de la prodigieuse armée qu'il avait mis sur pied, près de 10 000 cavaliers, 30 000 fantassins et plusieurs dizaines de canons, et évitant les cols de Montgenèvre et du Mont-Cenis, il emprunta le col de l'Arche, plus escarpé, mais plus sûr. Ah, quel magnifique décor de rochers, de neige et d'eau tumultueuse! À une époque où l'escalade n'était pas encore à la mode, le paysage parut si extraordinaire à François qu'il écrivit à sa mère. « Nous sommes dans le plus étrange pays où jamais homme fut de cette compagnie. À qui n'aurait vu ce que nous voyons serait impossible de croire. » Mais la traversée des Alpes par cette immense armada ne fut pas une partie de plaisir, et elle s'avéra même extrêmement périlleuse. Les chemins étaient difficiles,
et en de nombreux endroits, les cavaliers durent mettre pied à terre pour tirer les chevaux par la bride, et souvent les mulets et le matériel, en cheminant sur des ponts instables, tombaient dans des ravins ou étaient emportés par les torrents grossis par les neiges. C'était une équipée héroïque, digne de celle d'Hannibal, à laquelle d'ailleurs les contemporains la comparèrent, qui stupéfia l'Europe, et elle dura près de 3 jours. La descente sera plus dure encore, raide, abrupte, surplombant les abîmes, et on peut aisément imaginer l'effarement et l'admiration de ceux qui, comme Maffeo Bernardo, un secrétaire de la République de Venise, virent cette armée monumentale dévaler de la montagne avec ses canons qu'il fallut descendre de rocher en rocher par câble. Cosa incredibile, écrivit-il dans son rapport. La plus folle des entreprises avait réussi. L'audace avait payé. Et dans le monde chevaleresque d'alors, le retentissement de cet exploit inusité, véritable coup de génie de François Ier, fut considérable. On imagine aussi la stupéfaction du commandant des troupes papales, Prospero Colonna, qui était alors en train de dîner tranquillement avec son état-major, lorsqu'il vit les Français surgir sous ses yeux, alors qu'il les imaginait à 100 lieues. Sa stupeur fut telle qu'il les crut tomber du ciel. Lui, qui s'était vanté de les avoir contrôlés comme pigeons en cage, fut en fait le pigeon compris sans peine, et avec lui toute la cavalerie pontificale, soit près de 300 hommes d'armes et 700 chevaux légers. Une fois cet exploit accompli et les Alpes franchies, l'armée française put marcher en toute quiétude vers Turin, avec à sa tête les Faucons, un gros contingent de lansquenets, puis Bourbon menant l'avant-garde, le duc de Gueldre avec 16 000 lansquenets et Pedro Navarro avec ses 6 000 gascons et basques. Le roi arrivait ensuite au milieu du gros de son armée sans laisser paraître la moindre fatigue, vêtu de blanc par-dessus son armure. L'arrière-garde, conduite par le duc d'Alençon et l'intendance, le suivait. Bientôt, François fut rejoint par les gros canons de Gallio de Genouillac, et tous se dirigèrent vers Milan et s'installèrent à Marignan, aujourd'hui Melegnano, petite ville située à 16 km au sud-est de Milan. Contrairement à ce que l'on peut penser, François, à la surprise générale, ne semblait pas alors prêt à en découdre, et peut-être, en repensant à son père et contre toute attente, préféra négocier avec les Suisses. Ceux-ci lui proposèrent alors de lui rendre Milan contre 1 million d'écus d'or payables sur le champ. Et François, sans hésiter, accepta, quitte à devoir réunir cette somme considérable. Pour réunir cette somme considérable, emprunter la vaisselle d'argent de ses courtisans. Louise n'approuva pas cette décision. Pour elle, seule une grande bataille victorieuse pouvait faire de François un nouveau César. Néanmoins, tout semblait bien engagé, et un traité de paix était déjà en train de se rédiger à Gallarate par l'entremise du duc de Savoie, frère de Louise, et donc oncle de François. Tout laissait donc supposer que Marignan n'aurait pas lieu et que la petite ville italienne ne rentrerait pas dans l'histoire. Mais c'était sans compter sur la détermination du plus farouche ennemi de la France, Mathias Scheiner,
le cardinal évêque de Sion, petite cité suisse du Valais, sur la route du Grand Saint-Bernard, qui était un important centre socioculturel depuis qu'au Ve siècle, l'évêque y avait installé son siège épiscopal. Matthias Scheiner était le fils de Peter Scheiner et de Katharina Smith-Weg, une famille de la petite bourgeoisie locale, très pieuse et pratiquante. Ordonné prêtre à Rome en avril 1489, après ses études à l'école diocésaine de Sion, puis à Côme, il était peu à peu parvenu aux plus hautes fonctions jusqu'à sa nomination à l'évêché de Sion par le pape Alexandre VI en 1498. Fin politique, mais aussi chef de guerre audacieux, il joua aussitôt un rôle politique européen de premier plan et mit tout son poids pour contrecarrer les ambitions de la France. C'est ainsi qu'il parvint en 1505 à convaincre les confédérés de conclure une alliance avec le pape, et il fut ainsi indirectement à l'origine du célèbre corps des gardes suisses pontificaux, et c'est avec l'aide de celui-ci que les confédérés parvinrent à chasser Louis XII d'Italie. En gratification de ses services, le pape lui octroya le titre honorifique de libérateur de l'Italie et de protecteur de l'Église, et en 1511, il fut nommé cardinal. C'était un homme brillant, mais vindicatif et retors. Continuellement, sa face de rongeur était parcourue de tics nerveux qui auraient prêté à rire si le personnage n'était pas aussi redoutable. Cela s'accentuait plus encore chaque fois que l'on parlait de la France devant lui, et surtout quand c'était en bien. Pourquoi une telle aversion pour la France? Les motifs en sont sans doute politiques, mais, selon moi, l'une des raisons essentielles de la répugnance de Matthias Scheiner envers les Français, je l'ai peut-être retrouvée dans une anecdote qui se passa durant sa jeunesse. Matthias, adolescent, est loin de se consacrer entièrement à la prière et aux exercices pieux. Il joue au chef d'armée avec les jeunes gens de son âge et surtout prend feu pour tous les jupons passant à sa portée. Pour ses parents et pour son oncle, Nicolas Scheiner, qui fut aussi évêque de Sion, il fallait donc absolument le recadrer, comme l'on dirait aujourd'hui. Un pèlerinage dans les Flandres avec son oncle était l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Le petit Matthias était enthousiaste et impatient dès qu'on lui fit part de ce projet. Comment d'ailleurs un jeune homme de 15 ans n'aurait-il pas applaudi un tel voyage assimilé à des vacances, en quelque sorte? Et puis c'était aussi pour lui l'occasion de découvrir un pays inconnu. Enfin, c'était l'occasion de révérer à Saint-Jean d'Amiens des reliques dont la renommée était grande, un morceau d'éponge dont le centurion avait humecté les lèvres du Christ en croix, une goutte du lait de la Vierge échappée à la bouche de l'enfant divin et précieusement conservée dans une ampoule de verre. Il devait aussi voir la mer pour la première fois de sa vie. Cette mer dont on parlait tant, avec les gestes anciennes, dans les gestes anciennes également dans la vie des saints, et qui ne connaissait que par les enluminures des livres de son oncle. Il surveillait les préparatifs avec fébrilité. Mon oncle, verrons-nous Bruxelles? Mon oncle, verrons-nous les miracles devant la cathédrale dont vous m'avez parlé? Mon oncle, verrons-nous... Celui-ci, assailli
De tant de questions répondait toujours volontiers et entretenait cette joie qui lui rappelait la sienne au premier temps où lui-même il parcourait l'Europe. Le voyage fut long, avec de nombreuses étapes dans des villes pour faire politesse aux grandes familles très honorées de recevoir le grand prélat. À Douai, la famille Baudonis au grand complet reçoit les pèlerins et les héberge. Les Baudonis étaient alors une grande famille dont l'un des ancêtres, Pierre Baudonis, avait été évêque de Marseille de 1406 à 1509. Les Baudonis avaient une fille du même âge que Mathias, et celui-ci en tomba aussitôt éperdument amoureux. Blanche Baudonis ne semblait pas farouche. Sa longue chevelure, en partie défaite, magnifiait son teint d'ivoire et de rose. Quelques mots, des œillades coquines, un sourire engageant, suffirent à le persuader qu'elle était le mieux disposée du monde à son égard. Elle l'entraîna dans un petit jardin, le petit jardin familial, pour lui présenter ses roses, qui faisaient l'objet de toute son attention. Il lui prit alors la main et en conserva un long moment dans les siens, les doigts tout fins et fragiles, et elle semblait apprécier ces quelques secondes d'intimité. Le soir même, après quelques hésitations et des accès de scrupules entrecoupés d'impatience infantine, il décida d'aller la retrouver dans sa chambre voisine de la sienne. Elle était étendue sur son lit et lisait. La gorge nouée, il tomba dans ses bras, mais elle serrait les lèvres dans une étrange grimace qui contrastait terriblement avec sa physionomie de la veille. Et quand il tenta de lui donner un baiser, elle se mit à pousser des hurlements qui eurent au fait de réveiller toute la maisonnée. Énorme scandale! Nicolas Scheiner repartit sur le champ avec son neveu, après avoir grassement dédommagé pour cet affront inqualifiable les parents de Blanche, et ils s'en retournèrent à Sion, interrompant ainsi leur pèlerinage au grand désappointement de Mathias, qui affirmait son innocence avec l'éloquence qui était déjà la sienne, et jurait devant Dieu que la petite Française l'avait aguiché et ensorcelé. Dès lors, il prit en grippe les femmes, et tout particulièrement les Françaises, les plus perfides de toutes, et la France, la nation la plus friponne et la plus immonde du monde. Mais revenons à présent en 1515 et aux négociations de paix qui se déroulaient donc le mieux du monde entre les Suisses et le Français à Galatare. Celle-ci exaspérait Scheiner au plus haut point, et il va donc faire tout ce qu'il peut pour dissuader ses compatriotes d'entériner le projet d'accord signé le 8 septembre, allant jusqu'à supplier les Espagnols, l'armée pontificale alors sous les ordres de Laurent de Médicis, neveu du pape, et tous ceux qui avaient constitué jadis la Sainte Ligue, de l'appuyer dans sa campagne contre le traité de Gallarate et de faire monter la pression. Puis il décida d'inviter à Milan l'ensemble des confédérés en présence de Maximilien Sforza et les mit en garde contre la parole souvent reniée des Français. Il excita aussi leur cupidité en évoquant les fabuleuses richesses entassées dans leur camp à portée de main. Scheiner était un brillant orateur, et sa harangue enflammée n'était pas loin de convaincre les Suisses, par ailleurs assez divisés entre eux, sur la ratification de l'accord de Gallarate. Ils étaient donc très hésitants.
Mais, pour le plus grand bonheur de l'évêque de Sion, une monumentale gaffe de Fleuranges, à laquelle nous avons fait allusion au début de notre rencontre, allait les persuader d'abandonner la plume du traité pour les piques et les faire basculer définitivement dans le camp de la guerre. Celui-ci, ayant appris qu'une centaine d'officiers suisses se trouvaient à Turin, la tête échauffée sans doute par la capture, de la manière que l'on sait, de Prospero Colonna, de sa propre initiative, entra subrepticement dans la ville avec quelques lansquenets, la nuit tombée, les surprit et les surprit au lit et les emmena avec lui. Le problème, c'est que ces officiers avaient été invités par le duc de Savoie pour participer à la ratification de l'accord de Gallarate. Fureur donc du duc, comme vous pouvez l'imaginer, qui s'estima outragé dans son honneur d'hôte et déconfiture de Fleuranges, qui délivra sur le champ ses prisonniers en s'excusant platement pour cette bévue regrettable. Mais l'affaire prit des proportions considérables dès qu'elle fut connue à Milan, où ce ne fut que cris de colère et d'indignation et appel à la vengeance. Tout joyeux de cet heureux coup du sort, Scheiner attisa ce juste courroux contre la perfidie des Français. C'était ce que l'on appelle mettre de l'huile sur le feu. Et c'est ainsi qu'à cause d'une malheureuse initiative d'un capitaine trop exalté, Marignan entra dans l'histoire avec cette bataille sanglante qui fit plus de 20 000 morts et se termina par l'adoubement de François par Bayard, relayé par le loyal serviteur. Mais quel était donc le nom véritable du loyal serviteur, qui à travers la vie de Bayard nous fait revivre les guerres de l'histoire de France, de Charles VIII à François Ier, avec tout l'attrait d'un roman de tapé d'épée. Si l'on cite le plus souvent le nom de Jacques de Maille, qui aurait été secrétaire de Bayard, le doute subsiste encore sur l'identité de ce témoin de première importance, sans prétention aucune et parfaitement sincère. Marignan, qui deviendra la bataille dont tout le monde se souvient et connaît au moins l'année, n'eut pourtant pas les honneurs d'une tapisserie comme c'était l'usage alors, contrairement à celle de Pavie, une défaite pourtant, ou l'expédition de Tunis, mais celle de la musique avec une chanson de la guerre de Clément Jeannequin qui fit un tabac pendant plusieurs décennies. Ce qui, finalement, voyez-vous, fit aussi l'originalité de cette bataille de géants, c'est qu'elle fut gagnée par l'heureuse conjonction de moyens traditionnels et de moyens modernes. Jamais les chevaliers n'accomplirent plus brillants exploits, tandis que l'artillerie emportait la décision. Cette victoire, remportée au soir du second tour, le 14 septembre, valut à François une gloire bientôt légendaire. Il combattit si vaillamment, écrira Brantôme, que jamais on ne vit mieux faire en combattant, faisant si bien sa charge de roi, de capitaine et d'homme d'armes, qu'on ne saurait dire de laquelle il s'acquitta le mieux. Il se montra également généreux en exilant Massimiliano Sforza en France, et il eut en définitive le triomphe modeste, même s'il accepta, pour faire plaisir à sa mère, de faire dans Milan une entrée solennelle, laquelle d'ailleurs, il faut bien le dire, ne suscita pas l'enthousiasme de la population, qui n'appréciait pas vraiment de devoir s'acquitter d'une lourde amende pour leur révolte.
il reçut un accueil bien plus sympathique à Pavie, qui deviendra synonyme pour lui de désastre en 1525. Dans la splendide cité, bordée par le Tessin, vint le saluer un certain Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, qui, à sa manière, célébra sa victoire en construisant un lion automate qui, arrêté devant lui, s'ouvrait et répandait à ses pieds un flot de fleurs de lys. Invité à la cour, le peintre génial emmènera avec lui, à dos de mulet, dans des sacoches de cuir, 3 de ses toiles préférées, Sainte-Anne, Saint Jean-Baptiste et la sublime Joconde, qui continue de nos jours à cultiver tous les fantasmes. Ingénieur et inventeur exceptionnel, Léonard de Vinci inventera en France un système d'élévation verticale par pales inclinées, autrement dit l'hélicoptère, un bateau avec roue à aube qui inspira peut-être Jouffroy d'Abens, l'inventeur du premier navire à vapeur en 1783, et près de 4 siècles avant celle de Louis Renault, en 1898, la toute première voiture, de surcroît non polluante. Léonard de Vinci mourra, dit-on, dans les bras de François Ier, éploré, en mai 1519, au Clos Lucé. Autre conséquence heureuse de Marignan, en novembre 1515, un accord fut signé avec les Suisses, qui déboucha l'année suivante sur la paix perpétuelle de Fribourg, avec ce serment prêté par les soldats helvétiques qui jurèrent de conserver l'honneur de la nation suisse, d'être obéissants et fidèles au corps helvétique et à sa majesté le roi de France et de Navarre. Et jusqu'en 1831, les Suisses seront au service de la France et feront preuve, dans les circonstances les plus difficiles, d'une indéfectible loyauté, allant jusqu'à se faire massacrer le 10 août 1792 aux Tuileries en protégeant le roi. François traita également avec le pape Léon X, et leurs entretiens permirent la conclusion du Concordat de Bologne et réglera les rapports de la France et de l'Église jusqu'en 1790. À ce sujet, on peut signaler que François mit 8 jours pour atteindre Bologne, ce qui était remarquable à cette époque. Le pape, vieux et tremblotant, voyageant par petites étapes, mit, lui, plus d'1 mois pour arriver à destination. Je voudrais vous lire un petit extrait d'une missive adressée par l'un des prélats escortant le pape, qui, me semble-t-il, ne manque pas de saveur. Que votre majesté ne voyagez pas ainsi presto presto, car nous sommes des prêtres et non des soldats, des Italiens et non des Français, et bien plus âgés que votre majesté. Son désir de gloire satisfait, François, que l'on n'appelait plus que le dompteur des Helvètes et le nouveau César, Louise, sa mère bien-aimée, était arrivée à ses fins, ne songea plus qu'à s'amuser, et à son retour en France sera l'occasion de multiples festivités. En compagnie de Louise et de Claude, venus le rejoindre à Sisteron, il partit visiter la Provence, et à chaque étape de son séjour touristique, à Manosque, à Aix, à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, où il ne manqua pas d'aller prier dans la grotte où Sainte Madeleine vécut 30 ans, et évidemment à Marseille, ballets, mascarades et fêtes se succédèrent pour son plus grand plaisir. Donc, après l'effort, le réconfort et les plaisirs, en attendant de nouvelles aventures tout au long de l'un des règnes les plus marquants de l'histoire de France.
Pendant ce temps-là, Matthias Scheiner, le plus implacable adversaire de François, ne décolérait pas. Il fut l'une des principales victimes collatérales de la bataille de Marignan, en faisant les frais de la politique de réconciliation entre Léon X et François Ier, et il ne put même pas revenir dans son évêché de Sion, où s'était installé son ancien protecteur, Georges Super-Saxo, rallié à la France. Il crut mourir de dépit et se vengea en s'alliant avec celui qui lui semblait le plus capable de vaincre François, le rusé Charles Quint, élu à la tête du Saint-Empire en 1519. Après de multiples déconvenues, Scheiner sut toutefois rebondir en recueillant lors du conclave qui suivit la mort de Léon X en 1522 un nombre important de suffrages. Mais l'opposition des cardinaux français l'empêcha d'être élu comme nouveau pape, son rêve depuis qu'il avait été nommé cardinal. Décidément, ces damnés français auraient toujours le dernier mot. Oh. Je vous remercie.